Plateau ciné, plateau ciné, plateau ciné. Bienvenue à Plateau Ciné. Plateau ciné. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours sur Radio Radio et ce soir, on se retrouve pour Plateau Ciné, l'émission du collectif Imagine. Et ce soir, autour de la table, on est avec Guillaume Peton. Salut. Victor Henriot, qui est notre invité de ce soir. Bonsoir. Et Martin Maffei. Et coucou Théo, ça va? Ouais, ça va et vous? À la forme. Super. Ça va. J'ai une petite dédicace à faire. Vas-y, je t'en prie. On va passer une petite dédicace à Midou, qui nous écoute toujours. C'est la grand-mère d'Apolline. Et notre plus fidèle auditrice. Notre plus fidèle auditrice et on est passé maintenant dans ses top tendances de podcasts préférés. Donc c'est super. Je passe aussi une autre dédicace. Elle se reconnaîtra. Voilà. Super. Alors, ce soir, de quoi on va parler? Alors, à l'occasion de la semaine de l'IMCC, l'accueil de l'IMCC à Bourges, jeudi soir, donc hier soir, on a pu projeter au cinéma Saint-François Dead Man de Jim Jarmusch, qu'on a pu regarder tous ensemble. Ça va être le sujet de cette émission d'aujourd'hui. Donc, c'est un film qui est sorti en 95, qui dure 121 minutes et qui a été tourné en 35 mm. Et tout de suite, je vous propose un petit amuse-bouche. L'amuse-bouche. Voilà, merci pour ce jingle. Dead Man, de quoi ça parle? Je vais vous faire un petit récap rapide. C'est l'histoire de William Blake qui quitte Cleveland. On peut peut-être le faire en chanson. Ah oui, très bien. Eh bien, je vous lance tout de suite. Allez-y. Et 1, 2, 3, non, c'est moins long. La recette. I want to live, I want to give 9 millions à la réalisation. Un film de Jim Jarmusch, Johnny Depp en rôle principal. Keep me searching for a dead man, and I'm getting old. Keep me searching for a dead man, and I'm getting old. Dans un grand récipient, versé au scénario et à la réalisation, 500 grammes de Jim Jarmusch. Rajoutez par-dessus un budget de 9 millions de dollars. Pendant ce temps, mettez au bain-marie un Johnny Depp assez jeune et portez-le à ébullition. Ajoutez délicatement dans celui-ci une sauce western dramatique. Mélangez le tout pour le rendre homogène. Une fois fait, rajoutez le tout d'un coup d'un seul dans votre récipient principal. Battez le tout très très fort. Saupoudrez-le d'une musique électro-acoustique de Neil Young qui déchire sa mère. Et là, seulement quand vous obtenez une bonne pâte, donnez-lui la forme d'une tête de mort et on enfourne pendant 2 heures dans une salade 21 degrés Celsius. Voilà. Donc, c'était la petite recette pour faire Dead Man de Jim Jarmusch. Et tout de suite, pour introduire un peu le truc, je vais vous faire un petit synopsis assez rapide. Donc, Dead Man, c'est l'histoire de William Blake qui quitte Cleveland en dépensant l'héritage de ses parents pour un poste à Machine, une petite ville de l'Ouest, en tant que comptable dans une usine de métallurgie qui était censée lui être réservée. Une fois arrivé, le poste étant occupé, il se fait mettre à la porte par Dickinson, le propriétaire de l'entreprise, puis se retrouve accusé à tort du meurtre du fils de ce dernier et fuit la ville à dos de cheval volé. Le grand patron engage 3 mercenaires à la poursuite de Blake. Parallèlement, le petit citadin fait la rencontre de Xébéché, ou Nobody, un natif américain doux rancunier d'une culture occidentale l'ayant corrompu, qui le prend pour son homonyme poète. Il sera son guide pour ce qui s'amorce comme le voyage vers une mort spirituelle du protagoniste au travers du Grand Ouest. Voilà. Donc c'est le synopsis pour faire court, et je pense qu'on peut tout de suite parler, je ne sais pas si ça vous va, mais de la structure narrative du film. Structure narrative un peu... Non, je dirais peut-être pas en ligne droite, mais presque, j'ai l'impression. Genre, c'est un voyage initiatique, quoi. Enfin, une fin de voyage, en l'occurrence. Ouais, moi, je trouve que c'est une forme... d'après ce que j'ai compris de ce que j'ai pu me renseigner sur le film, une sorte de structure plutôt circulaire, en fait. Quand on regarde
le film, on commence donc déjà avec ce voyage qu'il effectue en train pour arriver à la ville de Machine. Donc il est assez vite éjecté pour refaire un autre voyage qui va être, où il va être guidé par Nobody. Et en même temps, on retrouve à la fin une similitude, c'est-à-dire qu'on arrive, quand il reprend le canoë, on retrouve les mêmes fondus au noir qu'on avait au début du train. Et il y a comme un écho. Et le moment où il arrive au village, on a aussi un écho avec le moment où il arrive dans la ville de Machine. Et quand il se fait, entre guillemets, tuer à Machine, c'est le moment où il prend aussi, où il prend sa barque et Exébéché l'envoi en mer. Et je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est assez circulaire. En fait, moi, j'ai trouvé que tout était désamorcé très vite. C'est-à-dire qu'en termes de structure narrative, toutes les situations initiales, en fait, leurs résolutions, elles sont très vite données. Je pense par exemple aux 3 bandits. Très vite, les 2 bandits qui ne sont pas les leaders, donc qui ne sont pas Cole Wilson, parlent entre eux et il y a cette suspicion de cannibalisme sévère de Cole Wilson par un des 2 bandits et où il lui dit c'est un homme sans foi ni loi, il n'hésitera pas à te tirer une balle dans le dos. Et puis au final, c'est ce qu'il fait. Enfin, quand ils sont à la poursuite, très vite, Cole Wilson va se retrouver tout seul parce qu'il a tué ses 2 compagnons, qui sont des mercenaires aussi. Donc voilà, c'est de cet ordre-là, et que tu parlais de cette structure circulaire. Après, c'est peut-être un parallèle entre endormissement et du coup mort spirituelle. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du rêve, il y a une sorte de rêverie dans ce film qui a été assez, qui m'a beaucoup plu en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que les séquences ont des résolutions en soi, c'est-à-dire qu'une séquence parle, il n'y a pas, oui, c'est ça, il y a une mini-intrigue au sein d'une séquence qui se résout au moment où la séquence se termine. Enfin, dans les premiers dialogues, quoi. Oui, par exemple, quand il demande à Exébéché très vite « mais je ne suis pas mort », et là, il fait un semi-regard face caméra, parce que c'est pas face caméra, mais il se remet un peu dans l'angle de la caméra, et il dit il y a une sorte de note, et enfin, ça ponctue le fait qu'en fait, dès le début, on sait que c'est le voyage d'un homme qui va mourir, ou qui est mort spirituellement. Il y a quand même un rapport assez christique, quand même. C'est-à-dire que... c'est quand on fait le parallèle, justement, je sais pas si vous avez remarqué, mais bon, ça fait un peu justement la marche vers la mort, et c'est quelque chose qui est vachement, dont on parle vachement en fait pendant. Après, il y a quand même une présence de vanité assez. Oui. Il y en a beaucoup. En fait. Rien que le moment où il en parle même, Cole. Il fait. Oui, c'est ça. Ça ressemble à une icône. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à une icône. Bon, après, quand même, il écrabouille, hein, mais... ça, ouais, c'est peut-être parce que, justement, il en a rien à foutre des icônes, à mon avis, si c'est un cannibale. Oui. Non, mais si c'est Cole qui l'écrabouille, cette figure christique, c'est super important. Parce qu'en fait, il y a vraiment une sorte d'opposition entre 2 personnages qui sont Cole Wilson à la poursuite de William Blake, et Exébéché, qui est le guide de William Blake. En fait, Exébéché le guide vers une... alors j'avais trouvé une façon assez sympa de dire ça. Exébéché le guide vers une spiritualité simple et une mort spirituelle, et une sorte de fin spirituelle. Et en contradiction avec ça, il y a Wilson qui poursuit tout le long du film, sans vraiment jamais le rattraper, William Blake. Et en fait, c'est juste une expression de simplicité sauvage. Oui, c'est le ça. mec est complètement sauvage, il a 0 attrait spirituel, il écrabouille des figures, des icônes religieuses. Par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est que les Blancs dans le film sont montrés comme des barbares, en fait, tous autant qu'ils sont. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple, Nobody, il parle, il sait lire, alors que beaucoup de Blancs, ils savent pas parler et lire. C'est vrai. Et les Indiens sont montrés comme des gens cultivés, avec une spiritualité, alors que les Blancs, c'est vraiment des barbares pour le coup. Et oui, c'est intéressant. C'est intéressant avec le rapport avec Cole Wilson, avec cette représentation, on va dire, très mercantile, de la mort, en tout cas qui aucune spiritualité pour le coup. Wilson, c'est la sauvagerie à l'état pur. Et par contre, c'est vrai qu'il y a cette opposition aussi blanc natif américain qui est indéniable tout le long du film, où le chemin d'un natif américain occidentalisé, c'est la spiritualité, alors que les blancs, c'est des barbares. Enfin, rien que visuellement et graphiquement, c'est quand même des figures super stéréotypées. D'ailleurs, j'ai fait des recherches, je ne sais pas si j'en ai fait assez, mais il y a Exébéché, à un moment, qui parle de son métissage, donc il dit qu'il est issu de 2 tribus différentes, et j'ai pas retrouvé les tribus, donc je sais pas si c'est une invention de nom qui sonne amérindien ou pas. Mais du coup, il y a quand même ce truc très typique hollywoodien, stéréotypé, où Exébéché, il est paré de plumes, il a cette figure de grand sage. William Blake lui reproche de ne pas comprendre la moitié de ce qu'il raconte. Il est amérindien, mais on avait regardé l'acteur, je ne sais pas son nom par contre. Alors il a un nom ultra... mais d'après ce que j'ai compris, alors
J'ai pas les sources, mais je crois que la communauté amérindienne avait plutôt apprécié le film. Mais là, j'ai pas les sources, donc c'est à prendre avec des pincettes tout de même. Mais oui, je suis d'accord, t'as quand même cette image. Même il y a un truc super fétichisé à la fin quand il arrive au village. Oui, le village, quelque chose de très mystique. C'est super mystique, super esthétisé, super fétichisé. Oui, c'est ça. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont un peu salés. On avait une question à propos dans le chat, parce qu'on diffuse aussi en live aussi, sur Instagram, imagine.com. On est en live et on a une question qui parle de la place des femmes dans le film. Oui, tout à fait. J'allais en venir là. Et en fait, du coup, il y a une seule figure de personnage féminin. Deux, on va dire, principalement, mais elles sont vraiment... très succincte. Oui, il y a Tell, c'est ça ? Non, mais il y en a une très présente qui est vraiment introduite comme un personnage. Oui. Et il y a une figure féminine. Quand William Blake arrive à Machine Town, il se balade dans la ville et donc c'est un homme qui vient de la grande ville. Il arrive dans une petite ville de l'Ouest. Tout lui semble barbarie, tout le monde le regarde de travers, tout le monde est sale parce que le business de la ville, c'est cette industrie de métallurgie. Et donc dans un coin de rue, il y a des représentations de prostituées dans des films de western. Donc il y a une scène très violente de fellation où il y a un homme qui lui pointe un fusil Oui, il le braque avec son fusil. Voilà. Et ensuite l'autre personnage qui prend vraiment une importance et qui d'ailleurs est toute la figure de proue de cette narration. C'est donc Tell, une ancienne prostituée aussi, super, qui rencontre dans le saloon, quand il va finir dans son lit. Et ils vont se faire découvrir par le fiancé de cette femme. C'est pas l'ex-fiancé ? C'est l'ex-fiancé, c'est un peu... Qui est le fils de Dickinson. Voilà, aussi. Mais c'est aussi le fils de Dickinson. Dickinson qui du coup est celui qui enverra des mercenaires à la plutôt comme un prétexte d'ailleurs, parce que vu comment il les envoie, parce qu'il a peu d'intérêt pour la vie de... Enfin, il avait peu d'intérêt pour la vie de son fils. Et du coup, pour le cheval surtout. Oui, aussi. La seule importance de ce personnage féminin qui s'appelle Tell Russell, je crois. Oui. En fait, c'est de faire avancer l'intrigue de William Blake, tout simplement. C'est de lui donner un motif pour lequel il doit se faire poursuivre, donc pour lequel le père de l'homme qui l'a tué va lancer des mercenaires à sa poursuite. Et c'est vraiment la seule importance narrative de ce personnage. Et c'est le seul personnage pour représenter féminin. Donc il y a très peu de place pour la femme dans ce film. En même temps, moi j'aimerais ajouter une nuance peut-être. C'est que à cette époque-là, on le sait, on est dans la conquête de l'Ouest sauvage, et en l'occurrence, c'est réellement dit dans le film, c'est le terminus du chemin de fer. Donc théoriquement, c'est la ville la plus loin possible sur cette voie dans l'Ouest sauvage. Et souvent, les villes comme ça qui se construisaient autour par exemple d'une industrie telle que le métal en l'occurrence, ils faisaient d'abord juste venir par exemple le chemin de fer. Ensuite, du coup, les ouvriers commencent à vivre un petit peu autour de ça, de ce point-là. Et au bout d'un moment, par exemple, une industrie s'installe avec les travailleurs autour. En général, les travailleurs qui viennent, c'est des hommes. Et au bout d'un moment, ce qu'on fait venir, ou alors ce qu'on veut faire venir dans ces lieux-là, pré-ville, c'est genre un peu un petit ersatz de ville, on va faire venir des prostituées pour en fait faire venir plus de monde. Et c'est une méthode, on va dire, de création de ville qui s'est pas mal fait dans l'Ouest sauvage à cette époque-là. Après, il y a peut-être une... Alors, ça n'empêche pas que la représentation de Tell est évincée, elle est vite sortie du scénario. Moi, je parlais juste narrativement. Oui, je veux bien que historiquement, il y a un contexte et tout, mais narrativement... par rapport à la narration, je me demande si c'est pas... Le film, il ressemble plutôt à une sorte d'anti-western, tu sais, qui détruit les codes du western, et plutôt l'image du héros qui va trouver... une femme qui va l'aimer, sauf que là, en fait, directement, elle est tuée. Et en fait, tout ce qu'il entreprend n'a plus de sens. C'est un peu l'après... Oui, c'est ça. Ça nous montre l'après-western, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Le western qui se finit mal, ou à la fin, normalement, commence il y a mal. quelqu'un qui commence mal. Mais qui commence avec la fin, en fait. Ce que je dis, c'est que les westerns qui peuvent se terminer mal, ou par exemple, la femme du héros qui, depuis tout le long du film, aurait été son Graal, là... Cette mort arrive au début et du coup on se demande vraiment mais sur quoi est-ce que tu vas broder ton film ? C'est pour ça que moi d'ailleurs j'enchaîne là-dessus, mais j'ai trouvé le film pas du tout inintéressant, mais par contre
assez frustrant parce que justement, je pense que peut-être j'avais du mal un peu à me retrouver dans ce montage un petit peu lent et tout, et dans un truc ultra spirituel et lent parce que je savais pas où est-ce qu'on allait vraiment, puisque c'est une structure narrative Mais du coup, on sait à laquelle où je on suis va pas dès le habitué. début en fait. Mais je pense que la structure. Oui, mais tu C'est sais ça pas, qui est un peu tricky. tu sais pas comment est-ce qu'il y va, tu vois. Bah, c'est un long chemin spirituel super calme, il n'y a pas vraiment d'embûches sur le chemin ou quoi. en Bah fait. c'est ça, moi je m'attendais à autre chose. Mais comparé à l'utilisation du scénario de Jarmusch à quelque chose de plutôt poétique, Ouais. quelque chose qui a un but précis. Donc du coup, le scénario, en fait, il s'effiloche. Enfin, il y a quelque chose on en sort presque. Enfin, il n'y a plus Ouais. vraiment de ligne directrice Bah, qui tout nous est emmène désamorcé quelque dès le part. Oui, départ, voilà, et, c'est ça. Du coup, je pense que ça peut perdre clairement. Et il y a quand même un truc qui est super important dans ce film, c'est toute la bande sonore qui est performée. Enfin, on a une impression de quasi direct Mais de Neil Young. je crois que c'était fait pendant 2 jours en studio. Ouais. Il a regardé le film après le montage et il a performé en regardant le film. Ouais, bah, y a une mention qui dit music produced and performed by Neil Young au début. Et donc ça accentue vraiment. Enfin, c'est super intense, moi j'ai trouvé. Ouais, super intense. Tout en étant C'est- super doux. Enfin, c'est vraiment des pics d'intensité. C'est que de la guitare. Ça, je trouve ça assez ouf. Il y a même un moment où où ça faisait 2-3 fois qu'on entendait des thèmes un peu récurrents. Et à un certain moment au milieu du film, je crois, ou même à la fin du film, quand ils arrivent dans le lieu des Indiens, le village des Indiens, t'as l'impression d'entendre une percussion un peu comme des instruments, un petit peu des pré-instruments, alors qu'en fait, t'entends juste la guitare de Neil Young être utilisée d'une façon un peu particulière qui donne l'impression à un instrument percussif. Donc, pour ça, il a été très fort. Pour l'utilisation de la distorsion, même en règle générale, il a été assez balèze. C'est de toute façon un musicien qui est talentueux, reconnu. Je trouve sur cette BO-là, même si du coup j'ai été mitigé un peu à propos de ce film, je trouve que par contre la BO a été assez sans sas, quoique légèrement répétitive, mais justement c'est un peu le parti pris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup c'est vrai que c'est un petit peu... faut aimer ou pas, quoi. Bon, après c'est de la guitare, hein, mais c'est quand même une BO qui est, je trouve, bien faite. Tu m'avais dit qu'il y avait eu un album qui en était sorti du même nom. Ouais, l'album Deadman by Neil Young, justement, sorti en 1995, la même année. L'affiche de l'album, justement, c'est Johnny Depp. C'est à ce moment-là où il cite William Blake, donc l'homonyme, et il fait Endless Night. Je me rappelle plus de la phrase, je sais pas si vous l'avez. Oui, quand il lui dit avez-vous lu ma poésie, Ouais, il voilà. tire, C'est à ce moment-là que justement ils ont fait l'affiche de l'album. Enfin bon. Je me suis un petit peu demandé en fait à quel groupe un peu récent, parce que on le rappelle, Neil Young il a quand même 76 ans, me faisait penser, et c'est assez marrant d'ailleurs parce que du coup ça m'a fait penser à un genre que moi j'aime beaucoup, que j'ai peut-être déjà cité dans cette émission, qui est l'Americana. C'est un sous-genre country et du rock qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus mélancolique aussi. C'est marrant parce que du coup j'ai trouvé un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Godspeed You Black Emperor, avec un son qui s'appelle The Cowboy. Je vous propose de l'écouter, puis ensuite on voit si vous trouvez que ça colle à peu près aussi à la BO. Je pense que oui. Godspeed You Black Emperor, The Cowboy.
Voilà, donc c'était Godspeed You, Black Emperor, The Cowboy. Et alors du coup, Victor, tu me disais en off que déjà tu connaissais le groupe. la Ouais, c'est musique. un groupe que j'apprécie beaucoup aussi, et je trouve ça marrant parce que le nom du groupe est une référence à un film japonais des années 1975, si je me souviens bien. Je trouve ça intéressant. On retourne directement dans le milieu du cinéma, Oui. petite référence. Oui, oui, oui. Bah, eux, ce que je trouve aussi amusant dans leur façon de faire, on digresse un petit peu, mais bon, ça reste un peu dans l'ambiance sonore. Enfin, c'est un film de toute façon qui est. Je fais encore une aparté dans mon aparté, mais c'est un film de western fait par un réalisateur qui est aussi musicien et avec un nombre incalculable de musiciens, même dans les figurants et tout. Oui. Enfin, du coup, il y a Iggy Pop. Ouais, Mm. par exemple, Sally, c'est sublime. Et bref, je voulais aussi vous passer, par exemple, un morceau qu'a fait le groupe du réalisateur, mais on n'aura peut-être pas le temps, donc je vous le dis. Ça s'appelle Skurl, Squrl, et c'est du post-punk original aussi. On se croirait dans une machine à laver avec une râpe à fromage qui nous râpe les oreilles. Mais c'est très cool à entendre. Et oui, et ce que je voulais dire à propos de Godspeed You Black Emperor, c'est que par exemple la pochette d'album, enfin même les pochettes d'album, me font penser au film, parce qu'elles sont souvent, voire tout le temps, en noir et blanc. C'est des photos un peu argentiques, un peu crasseuses parfois, un peu floues. Comme Neil Young, c'est un groupe canadien. Bon, en l'occurrence, ils sont montréalais. Lui, il vient de Toronto. C'est du très bon son, je trouve. Et je trouve, du coup, oui, que la BO de ce film me fait un peu penser à cette musique-là et à ce groupe-là, même en règle générale. Ce côté un petit peu lancinant, mélancolique, un peu de ce voyage initiatique. Enfin, et cette quête spirituelle, même. Ouais. D'ailleurs, on a une petite question dans le chat qui nous demandait de parler des arbres dans le film. D'accord. Dans Donc le sans chat du live. transition. Sans transition, bah si, tu parles de voyage spirituel, l'accroche arrive, t'inquiète pas. Le fusil vous guidera vers la foi. Et du coup, justement, cette deuxième partie de film qui est le voyage spirituel, cette espèce de road movie à cheval, à moitié dans l'endormissement de William Blake, qui s'aventure de plus en plus dans le Grand Ouest. Et donc, on a des transitions de paysages qui sont assez folles, où tu as des sortes de forêts de. J'ai plus le nom de l'arbre, mais c'est ces grands arbres blancs tout fins. Non. Ça c'est la deuxième forêt, je crois. Et avant, il y a une scène où Xébéché fait toute une tirade. Ouais. Et on a l'impression. Ouais, voilà, des boulots. Le boulot, oui. Voilà. Merci Louis. Et il y a cette espèce de vibration dans le décor où, une fois qu'ils sont dans cette forêt de bouleaux, on a l'impression qu'il y a des figures qui se croisent dans l'arrière-plan. Oui, c'est vrai que c'était et, un moment pendant où on le regardait tous ensemble. Là, on va dire peut-être la moitié des gens qui étaient là avaient pensé qu'il y avait des gens qui se baladaient entre les arbres. Ouais, exactement. Et du coup, en fait, c'est surtout pour... on peut venir à cet aspect technique un peu de la réalisation. Il y a beaucoup de décors d'extérieur, moi j'ai trouvé. Il y a très peu de studios. En fait, le studio, c'est principalement ce qui se passe au début, donc dans la ville, où d'ailleurs on a des raccords qui font assez mal aux yeux. Ouais, à la fin, quand il est sur la barque, le moment où justement on le voit partir au loin, et puis ensuite on a le plan sur sa tête en train de mourir, là, agoniser. Ces moments-là, en fait, il y a un faux raccord. C'est le seul que j'ai remarqué. C'est qu'en fait, il pleut à un moment et il pleut pas à l'autre. Ouais, c'est vrai que dans la barque, il y a un moment où il pleut et il pleut pas la scène d'après. Et du coup, ça fait un Super. fort raccord. Et non, du coup, il y a des super beaux plans d'extérieur avec une super lumière. Le film est en noir et blanc, je sais même pas si on l'avait dit. Oui. C'est intégralement en noir et blanc et il y a une sorte de grain dans l'image qui donne une super belle vibration à l'image. Ouais, Il y a des fois où on a l'impression de retrouver des couleurs. Oui. Dans les oranges, les rouges, juste pour dire que tout ce qui a été tourné en studio fait un peu mal aux yeux parce que c'est 95 et les effets spéciaux, même avec 9 millions de budget, sont... Bon, après, sur les 9 millions, il a quand même réussi à inviter, donc on disait Iggy Pop et Robert Mitchum, donc ils ont dû prendre du sacré. Steve Buscemi Aussi, je les ai plus. Johnny Depp, entre autres. Des grosses pontes, enfin, je veux dire, Ouais. ça a dû prendre. Ils ont dû revoir leur cachet, à mon avis, parce que 9 millions, ça me semble vraiment peu. Mais du coup, j'ai vu que genre il y avait une comment dire. Je suis allé voir un petit peu quand même les critiques de ce film. Donc je trouve que ce film est vraiment une daube et pourtant j'en ai vu des films. C'est du grand n'importe quoi, un petit notaire tout gentil qui devient tueur accompagné d'un Indien illuminé et poursuivi par 3 tueurs dont un cannibale vraiment mauvais. Une merveilleuse élégie désenchantée et lancinante. Johnny Depp est fantastique.
Dans l'autodérision comme dans la vertige, personnage perdu dont paradoxalement la destination est évidente, comme nous tous. J'adore ce film, j'adore les films de train. Mis à part quelques engrenages de soupape mal filmés, ce film n'offre rien en termes de séquences de train. C'est comme si Johnny Depp était un chiot légèrement suralimenté, disons un chiot Shiba Inu grassouillé, et que quelqu'un lui mettait un joli petit vêtement Willy Wonka et le faisait mourir lentement. Meilleur film de Jim Jarmusch, c'est-à-dire le moins chiant, et là il le réussit, peut-être à cause de ses stars. Sur Allociné, il y avait une petite note de 3,9 sur 5. Moi, personnellement, j'ai kiffé ma race. Je sais pas pour vous. Le film? Peut-être faire un petit tour de table express des ressentis. Ouais. Guillaume, t'en as pensé quoi toi? Tu Euh, disais, t'en as un peu parlé, mais tu peux Non. récapituler. Moi, je voulais dire qu'en gros, j'ai été un petit peu frustré parce que il y avait énormément d'éléments qui me faisaient, qui ne pouvaient que me faire apprécier le film. Enfin, par exemple, j'aime beaucoup Neil Young. Beaucoup de choses sont effectivement basées sur la musique. J'aime beaucoup le grain de l'image, etc. Les westerns aussi, pareil. Western contemporain d'autant plus. Et puis même le scénario sur le papier me plaît. Mais pour moi, il m'a manqué un truc et je pense que c'était peut-être, je sais pas, une sorte d'habitude dans un rythme un peu lent que j'ai un peu trop ressenti. Et ça m'a légèrement gâché le plaisir. Il n'empêche que ça en reste tout de même un très bon film et c'est aussi le premier film que je vois de Jim Jarmusch. Voilà, j'ai kiffé. Victor? Du coup, non, moi j'ai apprécié le film, en tout cas dans son univers mystique. En tout cas, ça m'a rappelé certaines choses qu'avait pu faire Tarkovsky. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de différences, mais j'ai beaucoup apprécié en tout cas. Et toi, Théo? Moi j'ai beaucoup aimé aussi, surtout dans les figures d'opposition narrative, donc on en a parlé déjà, mais c'est vraiment ça qui m'a plu. Et puis bon, après, il y a des trucs qui sont sûrement liés à l'époque, mais je sais pas si c'est une excuse et qui m'ont un peu plus déplu, mais voilà, grosso merdo. Et bien écoutez, je pense qu'on va devoir se quitter là-dessus Est-ce que je peux rajouter une petite surprise avec une petite surprise de Guillaume. pour te dire au revoir, Victor, puisque c'est son dernier jour à l'école. Enfin, j'avais pas le temps pour écrire une chanson, mais du coup, on va faire ça en impro. Donc, pour toi, Victor, une chanson en impro. Je vais appeler ça Victor Henriot Total Impro. Et promis, je vous rends la radio après. Victor Henriot, tu peins pas l'eau, pas l'eau. Victor Henriot, au cinéma, tu nous as bien aidés, au cinéma. Tu as tout téléchargé. Également. Victor, salut Victor. Victor, salut Victor. Salut Victor. Merci Victor. Merci beaucoup. Merci Victor d'être passé à Plateau Ciné et On t'aime, c'était un plaisir de nous avoir aussi aidés pour les projections, etc. Et puis nous, on se dit à la prochaine session radio. On sera encore là avec une projection et un nouveau film. Bonne continuation sur Radio Radio. Allez, ciao. Merci à tous. Salut. Au revoir. Plateau ciné, plateau ciné, plateau ciné. Bienvenue à Plateau Ciné.